Donc Françoise Vertès, qui est de l'UMRSAS et du site de Quimper également, et qui va aborder dans ce deuxième temps, en fait, la question de la transition agroécologique des systèmes agricoles, indicateurs, leviers mis en œuvre. Donc je la laisse s'installer, ouvrir son PowerPoint. Donc on a avec elle en fait une approche de ce qui a été fait sur le territoire, et son exposé sera couplé avec celui de Gwenaëlle Briand. Je ferai un exposé en fait à deux voix tout temps. Bonjour à tous, je vais vous exposer le travail que nous avons réalisé dans le cadre d'Acacia sur la transition agroécologique des systèmes agricoles. Et comme vous le voyez, la photo des vaches est un peu plus petite que sur les autres diaporamas parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont participé à ce travail et dont je saisis l'occasion de les remercier ici. Donc nous sommes dans l'axe de travail sur le territoire, son histoire, ses enjeux, et sur la co-construction avec les fermes pilotes de scénarios d'évolution. Et je n'ai pas résisté au plaisir de vous afficher une phrase que j'ai lue hier dans un rapport de mission de notre ancienne présidente de l'INRA, qui suggérait de choisir des démarches de co-construction de référence partagées par les acteurs concernés et non pas seulement de débarquer en tant qu'expert pour proposer des systèmes tout faits ou des indicateurs préétablis. Il se trouve que nous sommes partis sur la même idée il y a 3 ans, donc on a suivi les conseils de notre présidente sans savoir. Le plan de mon exposé vous parlera de l'état des lieux, des méthodes utilisées pour développer cette recherche. Ce sera la partie la plus longue. Ensuite, on va parler de l'herbe, des indicateurs, des fermes pilotes, et on rebouclera sur l'état des lieux avant d'introduire l'exposé suivant, puisque nos 2 exposés, 2 et 3, font un tout. Le contexte, c'est donc un milieu vulnérable, envahi par les algues vertes, exigeant des objectifs de qualité des eaux très ambitieux. Et donc on est parti au départ à la sollicitation de LTA de 2 questions. Comment l'agriculture passée actuelle explique-t-elle la qualité de l'eau? Et comment co-construire et évaluer des scénarios d'évolution aux échelles exploitation et territoire? Donc sur la Grêle, qui est un bassin de 120 km², dont les 2 tiers de la surface sont agricoles, avec 12 communes, un peu moins de 200 exploitations et très dominée par l'élevage laitier. Donc la problématique, c'était de ne pas continuer à ramasser comme les Shadocks jusqu'à perpétuité des algues vertes. Acacia a donc été basée sur la collaboration de plusieurs équipes de recherche, comme vous l'a expliqué tout à l'heure Chantal, et surtout c'est adossé à un partenariat territorial pour donc réaliser une recherche transdisciplinaire. Et ce partenariat territorial avait sa propre logique, et donc nous nous sommes intégrés Le micro marche ou pas? Donc ce partenariat territorial avait sa propre logique, et donc les chercheurs se sont intégrés sur la partie volet agricole ferme pilote, et nous avons constitué un groupe de travail avec l'ensemble des partenaires que vous voyez ici, auxquels se sont rajoutés donc à partir de 2010 les exploitations pilotes. La démarche qui a été adoptée est ce qu'on appelait une démarche en boucle de progrès. Donc à partir de la problématique comment éliminer les algues vertes, elle a été traduite en question. Quelle efficacité environnementale d'une action de mitigation? Et cette question doit être déclinée en scénario, puisque le cœur de notre outil d'évaluation à l'échelle territoriale ne peut pas être un suivi observatoire, étant donné qu'il faudrait pouvoir mesurer des tas de variables auxquelles on n'a pas accès. Donc c'est la modélisation qui permet de réaliser une évaluation. Donc la question est donc traduite en données agricoles qui alimentent des scénarios, et le modèle permet de fournir des données de sortie concernant les fuites d'azote et un certain nombre d'autres flux d'azote. Ces données sont récupérées pour une appropriation par les acteurs qui vont voir si la qualité de l'eau en sortie est conforme aux objectifs, et sinon on refait un tour en reformulant d'autres scénarios ou d'autres questions.
Donc les questions, les actions à tester pouvaient concerner des changements de pratique ou des changements de système, et visaient aussi à voir comment assurer la cohérence des systèmes de production scénarisés. Et les acteurs sont intervenus aux différentes étapes cruciales, c'est-à-dire à la codéfinition des enjeux territoriaux en termes de qualité des eaux, mais aussi de pérennité économique des exploitations, en co-construisant les indicateurs qui allaient nous permettre de guider les évolutions, en travaillant à l'échelle des systèmes comme étant un principe de base. Et les acteurs sont aussi intervenus, en particulier les fermes pilotes, pour mettre en œuvre les changements de pratique et des systèmes et enregistrer ce qui se passait au fur et à mesure de la mise en œuvre de ces pratiques. Donc le projet a été... disons que les deux axes de travail ont cheminé en parallèle. Je vais vous présenter donc la co-construction des systèmes agricoles viables permettant de réduire les émissions d'azote. Et tout à l'heure, Patrick et Pierre vous présenteront la deuxième colonne. On est donc parti d'une étape de diagnostic, d'une étape d'évaluation et de la co-construction des indicateurs guides, ce qui est l'objet de mon exposé, avec la combinaison de la méthode du diagnostic agraire qui a été élaborée par nos collègues d'AgroParisTech, en particulier Sophie de Vienne, et de la modélisation. Vous voyez que nous sommes remontés dans le temps depuis les années 50 pour comprendre d'où venait l'agriculture, ce qui aide à savoir où elle pourra aller. Et en combinant ce diagnostic avec des calculs d'indicateurs environnementaux tels le bilan apparent d'azote et avec une première modélisation biophysique. Donc cet ensemble de travaux a cheminé en parallèle pendant 5 ans, puisque nous avions commencé à travailler un peu avant, effectivement, la mort du cheval et le montage du projet Acacia. L'évolution des systèmes de production, donc sur la lieu de grève, nous sommes sur un bassin qui est sur socle granitique avec des sols filtrants, qui est dominé par l'élevage bovin depuis longtemps. Dans les années 40, on avait des petites fermes avec des systèmes de polyculture, polyélevage, avec des animaux qui restaient toujours en bâtiment et qui étaient alimentés par un mélange de céréales, de plantes sarclées et de légumineuses qui permettaient des rotations assez intensives avec des sols toujours couverts. Et donc la fertilisation de ces cultures était associée par le fumier qui était récupéré dans les bâtiments. C'est pour ça que les animaux y restaient toujours. On a eu ensuite l'arrivée de la mécanisation des intrants, donc le cheminement classique, avec le développement dans ce territoire des prairies temporaires. Et des années 50 aux années 70, on a eu une forte conversion de landes ou de prairies permanentes en prairies temporaires, avec des conseils de fertilisation qui à l'époque étaient très très intensifs. Et les premières algues ont été ramassées au début des années 70, donc avant l'arrivée du maïs, et étaient probablement dus, les premiers flux générés ont été consécutifs à cette adoption des prairies temporaires intensives. Donc le maïs est arrivé en 70 avec un fort développement des systèmes laitiers et avec des systèmes de culture. Donc les cases que vous voyez en couleur sont les systèmes qui existent toujours. Leur répartition est indiquée, leur répartition en termes de milieu est indiquée en bleu. Donc c'est pas tout à fait, tous les systèmes ne sont pas également représentés sur l'ensemble des bassins de la lieu de grève. Et ensuite, le maïs s'est très fortement développé dans les années 80 et depuis, avec l'alimentation des vaches laitières, une spécialisation très forte vaches laitières, donc à part quelques fermes granivores et quelques fermes en culture pure. Et le développement de cet élevage bovin était basé essentiellement sur des systèmes à base de maïs, avec des systèmes très spécialisés, donc ici, des systèmes mixtes avec céréales ou avec des ateliers viande ou veau, des vaches allaitantes avec des ateliers de taurillon et des vaches allaitantes toutes seules. Ça c'est plutôt des petites exploitations, éventuellement double actives. Et on avait un type de système qui allait à rebours, qui s'est développé en même temps que se sont développées les fermes herbagères du CEDAPA, donc qui était un système spécialisé herbe, avec des fermes de taille moyenne, plutôt sur substrat granitique, donc dans les zones, et plutôt sur la partie centrale du bassin versant, dans les zones très favorables à l'herbe, et qui ont donc développé, avant qu'on retravaille là-dessus, des systèmes recourant beaucoup moins en maïs et beaucoup plus autonomes.
Donc la représentativité des systèmes est indiquée ici. Donc vous voyez une très forte dominance de l'élevage laitier assez spécialisé, mais aussi les cultures et les légumes qui représentent le quart des exploitations, et les assolements qui vont avec. Donc avec des assolements très herbagés pour le système vache allaitante et pour le système laitier herbagé, et les systèmes laitiers spécialisés qui ont quand même une large part de maïs et de céréales dans leurs assolements, et un peu plus d'herbe pour toute la partie sur granit, qui est plus favorable à l'herbe, et dans lequel elle représente à peu près la moitié de l'assolement. Et en haut à droite, vous voyez donc l'assolement global de l'ensemble de la lieu de grève, avec un peu moins de la moitié des prairies, un bon quart de céréales et 20% de maïs environ. Donc vous allez assister à un survol de la Bretagne et à un voyage dans le temps grâce à nos collègues du Costel. Donc ça c'est les paysages dans les années 50 avec énormément de sols en prairie et donc des petites parcelles en culture. À la fin des années 70, on avait déjà une forte conversion des parcelles en culture et on a une prairie de prairie permanente qui est passée en prairie temporaire. On continue ici où on assiste à un développement du boisement et une stabilisation des cultures avec peut-être une petite spécialisation à l'échelle micro-territoire. Et enfin l'état actuel où vous voyez un parcellaire avec une bonne moitié de prairie, une petite moitié de culture et pas mal de bois. Donc ce graphique-là vous précise les chiffres qui vont avec. On a donc eu depuis les années 50 une baisse continue des surfaces en prairie, à peu près diminuée de moitié en passant de 4000 à 2000 hectares. On est passé de 8500 parcelles qui faisaient environ 500 arts de moyenne à 2200 parcelles de moyenne 1 hectare. 33% des prairies d'origine ont été converties en forêt. Et le développement des cultures s'est donc fait entre les années 50 et 70 avec essentiellement le développement du maïs. Par contre, l'augmentation des surfaces boisées et des surfaces bâties se poursuit toujours maintenant après la stabilisation des surfaces en culture et ça se fait évidemment au détriment des prairies. Donc quelques éléments encore de caractérisation des prairies dans les rotations. Donc sur la période de 97-2011, il y a une étude extrêmement précise qui a permis de caractériser sur toutes les parcelles, toutes les rotations présentes. Donc on a pu constater que très peu de parcelles ne comprenaient aucune prairie dans leur succession culturale. Par contre, on ne peut pas vraiment caractériser des rotations types, il y a énormément de variantes. Et on a plus de 50% des parcelles qui comportent des prairies plus de 9 fois sur 16. La majorité des prairies a autour de 4 ans, sachant qu'au-delà de 5 ans, une prairie est qualifiée de permanente, enfin passe du statut de temporaire à permanente, ce qui s'accompagne de différences de réglementation, donc ça peut inciter les gens à retourner les prairies à cet âge-là, et également parce qu'il y a souvent une certaine dégradation du niveau de production des prairies. On a donc une majorité de prairies de 3-4 ans, 25% de prairies très courtes et 25% de prairies très longues, au-delà de 7 ans, voire de prairies permanentes. Les déterminants de la présence de ces prairies sont avant tout le système de production. Donc si on est à plus de 500 mètres des bâtiments d'élevage, il y a des cultures plus des 2/3 du temps. À l'inverse, si on est à moins de 200 mètres, il y a des prairies plus des 2/3 du temps. Sur les petites parcelles de taille inférieure à 1 hectare, il y a des prairies la moitié du temps, voire en permanence. Et les pentes sont également un critère discriminant, mais un peu moins fort, c'est-à-dire sur les parcelles de plus de 5% de pente, on a des prairies. Par contre, sur les parcelles de moins de 5% de pente, on peut avoir indifféremment des prairies et des cultures. Pourquoi de l'herbe quand on veut réduire les pertes de nitrate? Vous avez vu que les diapos précédentes parlaient de la place des prairies dans le territoire. La co-construction s'est faite à grands coups de brainstorming, de séances de travail pour essayer de partager les diagnostics et de partager les pistes de travail. Donc on est parti classiquement de comment diminuer les pertes d'azote. Il faut diminuer les bilans, il faut améliorer l'efficacité d'utilisation de l'azote. Ce sont les deux pistes classiques. Donc diminuer les bilans au travers de la diminution des importations, de l'augmentation des exportations et augmenter le recyclage interne, ce qui peut se gérer à 3 échelles, l'exploitation de façon centrale, mais aussi la parcelle et le paysage.
Donc l'importation d'azote, on peut jouer sur les fertilisants et l'alimentation. Je ne vous donne pas tous les détails qu'il y a derrière. Au niveau des exportations, on peut exporter les effluents hors du territoire, enfin hors de la ferme, voire hors du territoire. On peut aussi augmenter l'exportation des produits. Au niveau du recyclage interne, si on parle à l'échelle de la parcelle, on joue sur la couverture hivernale qui permet de limiter les fuites, la destruction des prairies qui, au contraire, est une source de fuite très importante, et des pratiques ponctuellement dangereuses avec des parcelles parking. Mais aussi au niveau du paysage, avec, comme vous l'a présenté Laurent tout à l'heure, un certain nombre de processus d'épuration qui participent au pouvoir tampon du paysage, donc zones humides et bocages, mais aussi tout ce qui tourne autour du foncier, avec l'accessibilité des parcelles, la structure des exploitations. Et là, je reboucle avec les importations d'azote, la part du pâturage et l'utilisation du territoire par les animaux et la répartition de ces animaux sur le territoire. Donc cette diapo un peu compliquée peut se résumer, donc ça c'est nos principaux points de travail. On a pensé que les exportations d'azote n'étaient pas vraiment un enjeu, étant donné qu'en système de production animale, pour augmenter ces exportations, il faut énormément intensifier les systèmes, et que ce n'était pas la voie qui nous semblait à suivre. Enfin, le potentiel d'amélioration dû à cette voie était faible. Donc, pour résumer, développer une culture pérenne capable de valoriser l'azote toute l'année et adaptée à l'alimentation des ruminants. The winner is évidemment l'herbe, qui permet de favoriser le recyclage, de réduire les intrants tout en maintenant la production laitière. L'ensemble des acteurs a été d'accord pour suggérer qu'on se mettait plutôt comme contrainte de viabilité le maintien de la production animale, quitte à diminuer les productions végétales exportées. Des indicateurs globaux et des fermes pilotes. Donc nous sommes partis de l'idée que les systèmes clés en main, ça n'allait pas trop le faire, et surtout que ça n'allait pas laisser de place au potentiel d'innovation à la fois des exploitants agricoles et de tout leur encadrement du développement. Donc on a abouti plutôt à l'idée d'établir des indicateurs guides qui donnent un cadre agronomique autorisant la conception de systèmes variés. Et ces indicateurs devaient être objectifs, faciles à évaluer, voire faciles à contrôler. Et donc on a abouti à une panoplie de 5 indicateurs, dont 2 principaux qui concernent le lien de l'élevage au sol, avec plus particulièrement le lien chargement par hectare d'herbe, avec des objectifs qui ont été fixés pour 2027 dans le cadre des plans algues vertes à une limite de 1,4 UGB par hectare d'herbe. Et quelque chose qui ressemble à un bilan, on a appelé à ça un indicateur azote entrée, qui ressemble à un bilan qui ne prendrait pas en compte les exportations par les cultures. Et la valeur seuil de cet indicateur a été dans une première marche établie à 100 kg par hectare, sachant que les 2 valeurs pouvaient être révisées à la hausse ou à la baisse en fonction des résultats des simulations que vous verrez tout à l'heure. Et ces 2 indicateurs principaux sont associés à 3 principes agronomiques: la couverture efficace des sols en hiver, la limitation du labour des prairies à 5% du territoire et l'absence de parcelles parking. Donc Luc Delaby, j'ai oublié de dire que Luc n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qu'il a largement contribué à la préparation de cet exposé et évidemment à l'animation de notre groupe de travail avec Laurent et Pierre qui est là-bas. Les premières évaluations donc, ont été faites par Luc, qui a créé la ferme Pagalgue à cause de nous, qu'il a présentée devant les élus et les agriculteurs il y a 2-3 ans, avec grand succès. C'est donc une ferme qui se rattache au type que je vous ai montré tout à l'heure, au type laitier spécialisé de taille plutôt grande, donc 80 hectares de SAU avec 52 vaches laitières, 81 UGB et un quota de 380 000 litres. C'est une ferme type de ce type de système de production sur le bassin versant. Et on a là-dessus 40% d'herbe, 45% d'herbe, à peu près un quart de maïs et le reste en céréales. 55 hectares de SFP et 38% de maïs dans la SFP, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle les systèmes maïs dans la typologie des chambres ou de l'Institut de l'élevage. On a un chargement modéré par hectare de surface foragère principale, mais par contre élevé en termes d'UGB par hectare d'herbe, puisqu'on est à une valeur de 2,4. Les changements ont été réalisés dans plusieurs compartiments du système, donc remplacer une partie des cultures
maïs sans silage ou maïs grain d'ailleurs par des prairies riches en légumineuses pour essayer de réduire fortement les entrées d'azote par les engrais. Donc on est passé de 40 à 66 hectares avec une autosuffisance en azote grâce à un tiers de légumineuses. On a réduit fortement le maïs en silage qui est passé à 11% de la SFP. On a réduit fortement les céréales. Et on a du coup pu ajuster les tourteaux de soja qui servent donc à équilibrer la ration maïs en les réduisant également de façon importante. Mais ce changement de système fourrager va induire une baisse de production par vache, puisqu'on passe d'une production individuelle de 8000 à 6800 kg de lait produit par animal. Et pour compenser cette baisse, on s'autorise à augmenter le nombre d'animaux. Alors quand on compare pas d'algues avant et après, on voit que l'effectif a augmenté assez fortement et on a également augmenté l'effectif d'animaux productifs dans l'ensemble du troupeau. On a fait fortement évaluer les assolements et du coup notre indicateur UGP par hectare d'herbe est passé de 2,4 à presque 1,4 comme on avait ça comme objectif. Le calcul de l'indicateur intrant est passé de 125 kg à 57. Donc on l'a divisé par plus de 3. Le taux de couverture efficace a énormément augmenté puisqu'on atteint presque 90%. On a changé les formes d'azote et les flux internes en divisant par 10 l'azote minéral, ce qui est compensé en grande partie par la fixation qui, elle, a été multipliée par 5. On a aussi favorisé l'utilisation de l'azote organique, donc en raisonnant à l'échelle territoriale pour mieux valoriser le lisier des exploitations granivores, porcs ou volailles. Et enfin, on a donc en diminuant les importations de tourteaux de soja, diminué par 2 l'azote des aliments. Ce qui permet de passer d'un bilan apparent de 66 kg par hectare, d'un excédent de 66 kg par hectare à un excédent de seulement 25 kg par hectare, sachant que si on réintègre la fixation symbiotique dans ce calcul, on a un bilan qui n'a pas changé. Mais on sait que la régulation, l'azote fixé est régulé par les besoins de la plante et rentre sous forme organique, donc est moins susceptible de pertes à la fois gazeuses et nitriques que l'azote des engrais, qu'ils soient minéraux ou organiques. Et cerise sur le gâteau, un premier calcul fait par l'Institut d'élevage a montré que le revenu disponible ne diminuait pas, sachant que l'augmentation n'est pas forcément significative. Donc la ferme pas d'algues était une structure favorable avec un système herbager efficace, mais elle présentait de nombreux atouts. D'abord d'avoir une surface accessible non limitante, comme c'est une ferme virtuelle, on l'a construite pour que ça marche bien. La performance des animaux, de la production par vache est compensée par une augmentation d'effectifs, mais qui ne dégrade pas le bilan azote, puisqu'on réduit le chargement par hectare de surface fourragère. Et on a une forte réduction des charges opérationnelles, avec moins de cultures annuelles, moins d'engrais et moins de concentrés. En parallèle, nos collègues des chambres d'agriculture, donc Marie-Madeleine Cabaret et Pauline de France, ont élaboré une méthode pour réaliser des enquêtes et analyser les pistes d'évolution possibles chez un certain nombre d'éleveurs volontaires en intégrant les souhaits des éleveurs. Donc elles ont analysé les facteurs favorables et défavorables au regard des indicateurs guides qu'on avait élaborés ensemble, discuter des objectifs et des souhaits des éleveurs en matière de développement, des leviers d'action qui étaient mobilisables et des conséquences que ça pouvait avoir en termes de fonctionnement de l'exploitation. Et donc ce travail d'enquête a abouti à l'engagement de 10 fermes parmi les 20 qui ont été enquêtées, 10 fermes pilotes qui se sont engagées plus tôt et plus fort dans l'évolution de leur système, donc pour éprouver des pistes, pour lever des contraintes, pour valider ou modifier les orientations proposées. Donc on avait 9 producteurs de lait et un producteur de porc, et je saisis aussi au passage l'occasion de remercier cet ensemble d'agriculteurs dont le travail a été essentiel et qui nous a permis d'avoir des échanges très riches avec eux. Et donc ils étaient répartis sur l'ensemble du territoire avec des systèmes de production variés par rapport à la typologie que je vous ai montrée au début et avec des structures de fermes très différentes. Donc vous pouvez voir en bas, il y a une ferme toute jaune, je ne vois rien d'ici, qui est extrêmement groupée, dont on peut supposer que
le potentiel pour passer en système très herbagé est facile, tandis que la ferme qui est bleu turquoise, vous voyez son siège d'exploitation avec très peu de parcelles, et par contre des îlots au nord, au sud et à l'est qui sont à 5-6 km de distance, donc la problématique sera assez différente pour augmenter la part de l'herbe. On a caractérisé donc avec tous ces suivis les obstacles à surmonter, le morcellement, l'éloignement, l'accessibilité des parcelles, et en rouge les pistes de travail à explorer, la sécurisation et la pérennisation des systèmes foragers. La diminution des céréales entraîne une non-autonomie avec les besoins en paille, donc selon le type de bâtiment, ça peut amener à reconsidérer les choses beaucoup plus en profondeur que ce qui était prévu au début de la réflexion. Le fait que la production individuelle des animaux diminue est plus ou moins acceptable selon les éleveurs. Il y en a à qui c'est égal, il y en a qui ont changé de type de troupeau, de race de troupeau. Il y en a d'autres pour lesquels c'est absolument insupportable de toucher à la production individuelle, donc il faut réfléchir autrement. La possible augmentation du cheptel, ça peut être une solution simple quand il y a des bâtiments qui permettent d'accueillir plus d'animaux. Ça l'est beaucoup moins quand les bâtiments sont déjà saturés au départ. Donc, chaque ferme est un cas particulier qui a des possibilités d'évolution sur des postes différents et avec ce qu'ont caractérisé les enquêtes dont je vous ai parlé précédemment. Ce qui fait qu'avec le même cadre d'indicateurs, on aboutit à des éleveurs qui chacun vont inventer leur voie d'évolution pour essayer d'aller vers ces indicateurs. Et donc le dernier point, l'herbe, c'est différent du maïs. Le maïs est plus simple, pour ne pas dire que l'herbe est plus compliquée. Et donc il faut gérer des flux, les anticiper, il faut organiser son pâturage, il faut organiser la constitution des stocks. Et donc ça passe beaucoup au travers d'animation entre agriculteurs pour atteindre une certaine sérénité par là-dessus. Et donc les thèmes de travail sur lesquels les éleveurs ont planché concernaient l'herbe récoltée, qu'elle soit distribuée en verre ou stockée, l'accessibilité des parcelles pour tout le monde, la part du pâturage dans la ration, donc ça c'est pour la partie agronomique. Sur la partie plutôt troupeau, on a joué sur l'âge au vélage pour diminuer la part des animaux non productifs et voir sur la réduction d'ateliers complémentaires taurillons. Donc, où en sommes-nous? Nous avons des évolutions en termes d'entrée d'azote et de l'augmentation de la part de l'herbe dans la SAU. On voit aussi qu'il y a une tendance à la diminution des chargements d'herbe, du GB par hectare d'herbe chez tous les exploitants particuliers, ceux qui partaient de très haut, et qu'on arrive à une moyenne de 2 pour l'instant, avec un objectif de 1,63 quand ils seront au bout du développement de leur projet. Les résultats économiques, je serai très rapide là-dessus, pour vous dire qu'on voit une diminution du produit brut, mais aussi des charges pour les systèmes herbagés. Et donc la variation de BE pour les 9 fermes pilotes est indiquée en bas, en comparant des simulations de leur performance économique en 2015 comparée à celle de 2010 avec les mêmes hypothèses économiques derrière. Et on voit que l'ensemble des variations de BE sont positives, avec de fortes différences liées au fait qu'il faut investir ou pas dans de nouveaux bâtiments, investir ou pas dans de nouveaux matériels. Donc les perspectives pour l'étude économique, c'est évidemment d'affiner ces résultats, de voir leur résilience à des facteurs de variation comme les marchés mondiaux, le prix des céréales, la sortie des quotas, les incidents climatiques, donc pour proposer des évolutions par type de système et d'identifier à quelles conditions les agriculteurs peuvent mettre en œuvre des systèmes plus herbagés, sachant que les conditions peuvent être techniques, économiques et sociales. Il faut que les systèmes restent vivables et que les gens s'y retrouvent au final. Et bien évidemment d'élargir à l'ensemble du territoire. Donc on a un peu changé de paradigme de recherche en cherchant à co-identifier avec les partenaires les voies d'amélioration. La démarche est applicable à d'autres territoires, elle est générique. Par contre, les indicateurs qu'on a élaborés sont spécifiques de ce territoire et de ce groupe de travail. Il pourra être bien évidemment appliqué à d'autres contextes proches, mais par contre, si on travaillait dans la baie de Saint-Brieuc, on peut imaginer qu'on n'aura pas tout à fait les mêmes indicateurs à proposer. Et donc, je vais laisser la place à Patrick et à Pierre, mais avant... Gwenaëlle d'abord.
Voilà, et avant, passer la parole à Gwenaëlle qui va nous expliquer le point de vue des partenaires. Et donc le temps qu'elle arrive, les interactions entre les fermes pilotes et la modélisation. Donc je reprends le schéma de notre boucle de progrès. Les agriculteurs donc, ont participé à des suivis expérimentaux et à des enregistrements qui ont permis d'alimenter en données agricoles le modèle comme vous le présentera Pierre tout à l'heure, en rajoutant un certain nombre de données physiques qui ont été également enregistrées de façon locale, de façon fine. On va prendre des questions pour tout à l'heure. Après l'exposé de Gwenaëlle, il y aura 2-3 questions de compréhension si nécessaire et on fera un débat final.